Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube de France 24 et sur toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviendront sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Mariko. Bonjour Julie. Vous êtes née à Roubaix, dans le Nord, vous êtes ingénieure en informatique et vous êtes aujourd'hui consultante indépendante. Vous avez été élue maire en 2020 à Thilloy-les-Marchiennes, un petit village à une trentaine de kilomètres de Lille. Une première pour une femme transgenre qui a 3 enfants, ce qui a provoqué un intérêt médiatique international. Et vous êtes autrice de l'ouvrage Madame le maire aux éditions Fayard. Mais tout d'abord, vous vouliez revenir sur ce qui domine le débat politique en France, la réduction du déficit budgétaire. Alors ça, oui, c'est pour moi un vrai sujet d'agacement et je mets ça en reflet par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, je viens du monde du privé, de l'entreprise, on maîtrise les coûts, on fait des taux de rentabilité, etc. Et quand je suis arrivé dans le village, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la logique des pouvoirs publics et de la fonction publique où, quand les coûts augmentent, on augmente les impôts. On ne parle jamais productivité, on ne parle jamais qualité de service. Et ça m'a tout de suite un peu choqué. Et moi, j'ai appliqué des mesures de gestion d'entreprise à la mairie. Je suis arrivé avec des comptes dans le rouge, avec des capacités d'autofinancement négatives, et je repars avec la mairie avec de l'argent en plus et une capacité d'autofinancement élevée. Donc, on peut avoir des méthodes de gestion d'entreprise. Et je me rends compte que le gouvernement, pareil, il ne sait pas faire. Baisser 10% un budget, ce n'est rien du tout. Mais déjà, il y a une opacité entre le fonctionnement, le budget de fonctionnement, les investissements, ce qui est lié au service public, ce qui est lié au fonctionnement de l'État. Il y a un nuage, et la seule réponse qu'on sait faire, c'est qui va payer. Et on s'attaque aux plus petits. Pour moi, c'est vraiment un sujet d'agacement, d'irritation, et je trouve que c'est soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la malveillance, parce que il suffit déjà de dire à chaque établissement public proposer 10% d'économie, à leur tour demande à leur service 10% d'économie jusqu'à descendre, whistler les économies, et très rapidement on peut atteindre 10% d'économie. Vous baissez d'un degré un bâtiment de service public, vous faites 10 à 15% d'économie sur la facture d'énergie. Enfin, en allant chercher toutes ces petites économies, ce que fait une entreprise qui sert les coûts de fonctionnement partout, on peut arriver facilement à 10%. Et là, on a un gouvernement qui ne sait pas et qui ne sait même pas où va l'argent. Si on lui dit où va l'argent, il ne sait pas. Je trouve ça extrêmement agaçant, alors que nous, les maires, on a vraiment une gestion, on est surveillé au centime près. C'est impossible de faire du déficit. Et là, l'État, en fait, c'est les vannes sont grand ouvertes. Donc oui, c'est un gros sujet d'irritation, et ils n'y arrivent pas. Voilà, ils n'y arrivent pas. N'importe quelle entreprise privée aurait fait faillite, ou aurait viré les responsables. Un déficit qui d'ailleurs s'est creusé depuis la pandémie et donc qui fait débat entre le manque de recettes et les excès de dépenses. Mais commençons dans notre entretien consacré au changement dans la vie. Vous dites dans votre livre que la meilleure façon de faire accepter sa différence sexuelle, ce n'est pas de la revendiquer, mais sans la cacher, de montrer qu'on est comme les autres. C'est le débat qui est assez ancien, qui avait connu les homosexuels dans les années 80. C'est le droit à la différence ou le droit à l'indifférence. Voilà. Et c'est toujours un peu ce débat-là. Donc, moi, je pense que il ne faut pas essayer de changer la société en fonction de ce qu'on est, mais de s'intégrer dans la société comme une spécificité. La société est multiple. Il y a différents types de gens, différents types de différences. On doit s'intégrer et pas vouloir mettre la société à notre image, mais expliquer à la société qu'on est une de ses composantes, une composante riche, enrichissante pour la société, et qu'on a notre place et qu'on doit être accepté comme tel. Mais les mouvements qui revendiquent leurs différences, ils sont quand même utiles pour changer la société, vous pensez pas? Alors, c'est aussi un débat que j'ai souvent avec des militants qui me reprochent mon manque de radicalisme ou mon manque de... Voilà, parce que, après, je dis, c'est peut-être une question d'âge, puisque effectivement, quand on est jeune, on lève le poing, puis quand on est un peu plus âgé, on tend la main. Je pense qu'il y a aussi une question de génération. Et moi, je suis foncièrement pour la non-violence, verbale, politique, physique, bien sûr. Je suis pour. Et je pense que crier sa colère de manière... comme le font certains militants en allant jeter des excréments ou de la peinture, je ne pense pas que ça nous sert. Je pense que ça nous dessert.
alors que la majorité des personnes LGBT ont une vie tranquille, je veux juste fonder une famille, se marier, avoir des enfants. Voilà. Et on a quand même des extrémistes qui ont tendance à être les idiots hostiles de l'extrême droite en étant des épouvantails sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour nous critiquer, alors qu'ils ne sont pas représentatifs. Alors, je ne suis pas contre le militantisme, ça c'est clair, hein. Mmh. Je pense que l'action se fait sur 4 piliers. Le militantisme qui crée la visibilité, les théoriciens, enfin, les auteurs, les écrivains qui vont expliquer les choses, hein. Il y a des gens qui font référence en la matière, les élus, la politique, et après le judiciaire, quand les droits ne sont pas respectés. Pour moi, il faut agir sur les quatre piliers. Il n'y a pas que le militantisme. Le politique va suivre l'évolution sociétale qui va être portée par des auteurs qui vont reprendre les revendications. Voilà, il y a quelque chose qui s'alimente. Et après, si les lois ont été faites et non respectées, il faut agir au niveau du juridique. Et parfois, les évolutions se font là. Beaucoup d'évolutions sur les personnes trans ont été liées à des condamnations de l'État français au Tribunal européen des droits de l'homme. Donc c'est aussi une action politique parfois bien plus efficace que simplement manifester, quelques bisounours qui vont manifester dans la rue avec des pancartes. Donc ça donne visibilité, c'est peut-être nécessaire, c'est peut-être cathartique pour certaines personnes, mais moi c'est pas mon mode. Votre rédaction. Néanmoins, c'est bien votre statut de femme trans qui était à l'origine d'une visibilité médiatique importante. Comment vous l'avez vécu? Alors moi, j'ai vécu avec beaucoup de surprises et je rebondis par rapport à ce que je disais juste avant. C'est justement cette recherche de normalité, le fait que je suis rentré dans une normalité qui a surpris les gens parce que les gens voyaient plutôt les personnes trans, ils confondent avec les drag queens, voilà, ils confondent avec la prostitution, etc. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des dragues trans ou prostituées, mais voilà, c'était dans ce milieu-là. Tout d'un coup, une personne rentre dans cette normalité, elle est trans. C'est ça, justement. Et c'est là où ça a eu une résonance médiatique importante, plus qu'aller jeter de la peinture dans un amphithéâtre. Ou, voilà. Et on me dit, ah, mais c'est important ce que tu as fait vraiment avancer la cause. Ce qui prouve que la stratégie de la non-violence et d'être dans l'explication et dans l'exemplarité est bien plus efficace que de vomir sa diatribe avec parfois un jargon que personne ne comprend. On dit oui, mais tu n'as pas utilisé le bon terme. Mais oui, mais moi j'utilise les termes que les gens comprennent. Voilà, donc oui, je sais qu'il n'est pas tout à fait correct, c'est pas tout à fait ce que les militants veulent entendre, mais c'est ce que les gens comprennent en fait. Et d'ailleurs, il y a un très bon film à ce sujet qui est Vous êtes un homme heureux, avec Catherine Fro et Fabrice Luchini qui joue le rôle d'un maire conservateur. Sa femme veut devenir un homme à ses dépens, enfin à son grand dam, quoi. Oui, oui, mais Alors vous avez fait des études en agriculture et en horticulture. Vous êtes devenu ensuite ingénieur en informatique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir maire? bah, j'ai une grande carrière en informatique où j'ai pu faire beaucoup de métiers en informatique, ce qui m'a amené à devenir consultante puisque je suis capable d'appréhender toutes les problématiques de l'informatique avec des experts. Donc je m'estime comme maintenant être une ingénieure généraliste sur l'informatique qui permet de faire ce lien entre des informaticiens un peu trop obtus sur la technique. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai un peu fait le tour. Donc j'avais envie de vivre autre chose. Donc je me suis dit, la retraite, c'est dans 5-6 ans. Pourquoi pas faire une expérience de vie en tant que maire? J'ai travaillé pour des grandes entreprises internationales. Je me dis, bon, allez, un village de 500 personnes, bon, ça doit pouvoir le faire, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu quand vous avez installé la fibre optique dans votre commune. Alors, c'est pas moi qui ai installé, c'est un Oui. plan régional, mais j'ai dû gérer ça en pleine période de Covid, où l'opérateur est en retard, et donc en pleine période de Covid, il venait brancher les fibres n'importe où, n'importe comment. Je n'avais pas officiellement le statut de maire, puisque le premier tour des élections avait été fait, donc mon conseil municipal a été élu, mais le conseil municipal doit élire le maire, et le maire n'a pas pu être élu, puisque c'était reporté au mois de juin. Donc je me suis retrouvé dans une espèce de no man's land juridique, où j'étais pas maire, mais pas encore. Mais j'avais quand même été élu. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, les opérateurs m'envoyaient promener, hein, me disaient, voilà. Et oui, c'était un peu chaud et j'ai dû gérer beaucoup de soucis là-dessus. Ce qui fait que mon village est parmi l'un des villages les plus branchés. Hein. On était à l'époque à plus de 80% de connexion dans le village. Maintenant, on doit être à 90. Beaucoup de villes sont encore à 40-50. Vous n'êtes pas une zone blanche. Non, non, on n'est pas une zone blanche. Et vous avez mis du coup, c'était aussi pour mettre vos compétences au service des habitants et pas pour faire de la politique en fait. Voilà, Enfin, voilà. on peut appeler de la grande. En fait, je me suis dit,
on est dans un beau village qui avait tout, mais il manquait quand même des services du siècle. C'est quand même dommage, quoi, qu'il n'y ait pas tout ça. Donc, je voulais vraiment faire en sorte que le village ne soit plus une zone résidentielle, un village dortoir. Et donc, voilà, je voulais lancer des choses. Donc, la première chose que j'ai lancée, c'est l'installation d'une micro-crèche. C'est pas le truc en général qu'on fait en premier, mais bon, voilà, moi, je trouvais que c'était important pour l'école, d'être cyclée une micro-crèche, de refaire, de rénover l'école, refaire un nouveau système de restauration. Enfin, voilà, j'ai tout de suite démarré, pour rendre des services et améliorer la vie, et je voulais que tous les gens s'impliquent et cetera. Et là, j'avoue que c'était un peu un échec puisque j'ai pas réussi à mobiliser les gens qui sont restés très consommateurs. Je m'enferme chez moi, j'ai le portail, qui se ferme le soir, chacun chez soi. Et j'ai pas réussi à créer, cette dynamique dans des gens où beaucoup sont des néo-ruraux qui sont venus là juste pour avoir un terrain, mettre leur maison, mais en fait, ils vivent en ville la journée. Donc, j'ai pas vraiment réussi à créer cette dynamique et ça, je le regrette, hein. J'y ai mis beaucoup d'énergie avec quelques personnes, mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses, redynamiser le village. Voilà, donc je voulais effectivement apporter mes compétences. Alors, je maîtrise parfaitement l'agriculture, forcément l'écologie, puisque j'ai de formation agronomique. Tout ce qui est gestion d'entreprise, les finances, les comptes. Alors, il y a des spécificités, mais bon, on a des réflexes quand même. Par exemple, j'ai mis en place une comptabilité analytique parce que, pareil, on ne savait pas où partait l'argent. Voilà. On savait qu'on avait des dépenses en électricité, mais on ne savait pas combien dépensait l'école, la mairie, l'éclairage, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas comment ils pilotaient avant. Alors, quand on ne sait pas, la seule chose qu'on sait faire quand il y a un problème, c'est d'augmenter les recettes. Parce que, voilà. Plutôt dire, c'est où on gaspille, quoi. Donc, voilà, j'ai mis mes compétences au service du village et je voulais créer une dynamique. Alors, c'était un sacrifice financier puisque, étant consultante, je me disais, bon, je vais travailler pour 2 jours par semaine pour la mairie. Et en fait, C'est un plein temps. je me suis rendu compte que c'était plus qu'un plein temps, quoi. C'est plus qu'un plein temps. Et d'ailleurs, devenir mère, c'est animer aussi une équipe et ça, c'est pas toujours, facile. Alors, ce n'est pas du tout facile parce que, en fait, j'avais quand même des belles compétences dans l'équipe, mais c'est des personnes qui étaient actives. Donc, j'étais très pris dans leur vie professionnelle et leur vie familiale. Des jeunes hommes et des jeunes femmes, ingénieurs, donc qui ont au final peu de disponibilité, malgré les engagements qu'ils avaient pris, parce que bon, je peux pas, j'ai piscine, je dois conduire les enfants. Enfin voilà, c'est des trucs, qu'on entend, bon OK, donc il y avait ce phénomène-là. Et puis après, on a des personnes aussi, qui deviennent conseillers sans comprendre ce que c'est qu'un conseiller municipal, en fait. Ils sont pas formés. Ils pensent que c'est comme une association, à but non lucratif. On vient, tout le monde parle de tout, de n'importe quoi. Non, il y a des règles, il y a des ordres du jour, il y a des dossiers à étudier, il y a un travail à faire. Et ça, c'est pas toujours compris. Des fois, on me demande des informations. Je dis: «Non, je peux pas te le dire. Ça relève de la gestion du personnel. Vous n'avez pas à le savoir. C'est vie privée. Il y a que le maire qui est au courant, et cetera. Vous pouvez créer un poste, supprimer pas un poste, mais pas choisir le poste et pas, manager en direct du personnel communal, c'est pas votre fonction». Donc, on arrive à un phénomène où les conseillers veulent faire le travail du maire et viennent s'immiscer dans l'administration courante et à côté de ça, ne gèrent pas les dossiers dont ils sont responsables, comme le budget, les investissements, les projets, et cetera. Donc donc très vite, ça crée des tensions parce que les gens ne comprennent pas. Vous tentez d'expliquer, du bon, tu nous prends pour des imbéciles, je dis: «Mais non, je vous explique». «Ah oui, mais je comprends pas». Il faut que tu t'investisses, enfin, il faut que tu te formes, il faut que tu t'informes. Donc c'est assez compliqué, surtout avec des gens qui n'ont jamais travaillé en entreprise, qui n'ont pas l'habitude de travailler en équipe. Donc quand vous avez aussi des artisans, des gens qui ont travaillé dans des milieux qui ne sont pas des milieux de gestionnaires, ils ne savent pas travailler en co-construction. C'est, j'impose mes vues, j'essaye d'avoir raison. Si ça ne va pas dans mon sens, je suis vexé. De là viennent des problèmes d'ego. Oui, c'est compliqué. Beaucoup plus compliqué en entreprise, vous avez affaire à des managers. Et d'ailleurs, vous dites dans une commune, le temps passé à jouer les médiateurs est considérable. Donc on comprend que ça peut être usant, quoi. C'est usant. Même si ça peut être aussi enrichissant. Alors, on a quand même quelques satisfactions. Moi, je me souviens d'une vieille dame que j'allais voir régulièrement, Rosalie, qui est décédée aujourd'hui. Et je viens de lui rendre visite. Elle me saute au cou, elle me fait un gros bisou. Elle a son fils qui était là. Je me dis: «Elle vous aime bien». Je dis: «Oui», donc ça fait plaisir quand même.
Mais c'est quand même plutôt des gens qui sont là, quand ça va bien, ils viennent pas vous voir. Ils viennent vous voir quand ça va pas, ils sont tendus, ils sont en colère, donc ils ont besoin de se décharger, c'est sur le maire qu'on se décharge. Et du coup, vous avez, démissionné en janvier dernier Janvier. après 5 ans, de mandat et ce sont les raisons principales là que vous venez d'évoquer? Alors c'est un empilement, j'avais fait, une dépêche, pour expliquer les 6 raisons et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est de voir que les plaintes que j'ai fait, en diffamation et en harcèlement, n'étaient pas suivies des faits. Donc je me suis dit, ayant perdu la majorité au conseil, puisque beaucoup de mes conseillers ont démissionné pour des raisons familiales, professionnelles, ont quitté la commune. Alors moi, j'ai toujours joué le jeu de la démocratie en disant: «J'impose ta démission». Puisqu'au Big Chair, on peut avoir une élection complémentaire avec du 109. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, ça s'est passé au mois de décembre, en plein hiver, personne ne s'est dérangé, l'opposition s'est mobilisée et puis ils ont fait carton plein. Puis après, ça y est, j'ai perdu la majorité, avec d'autres départs, des divorces, ces choses comme ça. Et ce qui fait que, ils bloquaient tout en fait. Ils bloquaient tout, donc je me suis dit, c'est pas l'intérêt de la commune. Si c'est pour rester encore 1 an à gérer les affaires courantes en subissant des agressions psychologiques, verbales, des menaces, que la justice ne vous protège pas, c'est tout. Faut pas être mortifère et voilà, donc je me suis dit, je vais pas perdre une année de ma vie dans ces conditions-là, quoi. Faut être stupide, quoi. Déjà, vous gagnez pas votre vie, c'est un gros sacrifice financier parce que j'avais prévu un mi-temps, je suis passé à un plein temps, donc vous vous rendez compte, vous n'avez pas le droit au chômage, vous n'avez pas le droit à la retraite, etc., etc. Donc vous dites, au bout d'un moment, le sacrifice. C'est pour ça que beaucoup de maires sont des retraités, parce que les personnes qui sont dans la vie active aujourd'hui, on vous met une pression énorme en entreprise, donc c'est très difficile de se dégager du temps pour travailler dans une commune. C'est très très difficile dans les petites communes. Dans les grandes communes, la réalité n'est pas la même. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle parce que dans les petites communes, moi j'ai un maire un ami maire qui est professeur dans un lycée, il est à mi-temps, mais il y a des équipes derrière lui. Dans un petit village, les équipes, c'est vous. Voilà, vous êtes l'homme ou la femme orchestre qui doit tout faire, quoi, y compris l'assistante sociale. Donc, c'est pas du tout la même chose. Dans les petites villes, on peut être à mi-temps, on peut avoir un métier à côté, mais dans les petits villages, à part être retraité ou femme au foyer, d'avoir une certaine disponibilité en journée, c'est pas possible, quoi. Et ce que vous décrivez, c'est ce que vivent beaucoup de maires ruraux d'ailleurs, dont beaucoup démissionnent. Et vous pensez que votre statut de transgenre a interféré ou pas? Ça a été un Vous parlez facteur de menaces. aggravant. Voilà, ça a été un facteur aggravant. Il y a plein de gens, là, je regardais justement ce matin un réel sur un maire homo qui pleurait des agressions, qui subissait des attaques, etc. Donc oui, les gens, quand ils ont envie de se payer la tête d'un maire, si en plus vous êtes homo, trans, étranger ou je ne sais pas, c'est plus facile de susciter la haine. Dès que vous avez une différence, c'est plus facile, quoi. Donc ça a été un facteur aggravant de personnes qui ne supportaient pas qu'ils aient perdu les élections, qui ne supportaient pas que ce soit une femme et qui ne supportaient pas qu'elle soit trans. Donc c'est sûr que dans beaucoup de villages ruraux, c'est un peu clanique, hein, c'est un peu tribal. Il y a des familles qui sont là depuis longtemps, les gens qui viennent de la ville, c'est des néo-ruraux, oui, ils ne sont pas vraiment légitimes. Enfin, vous voyez, il y a tout un contexte, alors qu'on n'a pas en grande ville, hein, bien sûr. Oui. On a cette dichotomie dans les campagnes des néo-ruraux qui ne sont pas très loin des grandes villes et des ruraux. Et puis après, vous avez les villages purement ruraux où la vie peut être un paradis, où il y a des villages où la vie est un enfer. Il suffit d'une famille ou deux, parfois, pour créer une tension dans un village. Votre expérience à la fois professionnelle et donc en tant que maire vous a conduit à vous engager dans la politique et vous avez souhaité être candidate à l'élection présidentielle en 2022. Racontez-nous. Ouais, alors là, les gens, ils ont halluciné, dit: «Mais t'espères pas être élu?» Je dis: «Ben non, mais bon, si on y va en disant qu'on ne sera pas élu, j'y vais pas pour rien». En fait, j'espérais justement de montrer aux gens: n'ayez pas peur, il faut y aller. Il faut y aller. Puis après, je me suis effectivement rendu compte que les règles du jeu étaient truquées, hein. C'est impossible à un candidat indépendant ou un parti indépendant d'émerger, c'est impossible. Donc, mais moi, je voulais justement donner une visibilité justement aux personnes LGBT en disant n'ayez pas peur. Oui. Et j'ai des personnes qui m'ont appelé et m'ont dit: «Marie, quand tu as vu, on s'est dit, si toi tu oses, pourquoi moi je n'oserais pas? Donc je vais aller aux prochaines élections municipales, je vais me présenter, etc.» Donc ça, je pense que c'était intéressant.
Bon, c'est typiquement les petites candidatures qui se font pour faire un peu de visibilité, hein. Bon, c'était le cas. Mais en même temps, mon discours, il était assez bien entendu. En fait, beaucoup de gens me soutenaient et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, on va te suivre, on va te donner des signatures. Et puis, il y a eu des consignes. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Non, ben, ils n'ont pas tenu leur promesse puisqu'il y a eu des consignes des partis pour ne pas donner. Alors, vous avez différentes typologies de maires. Vous avez le maire rural qui est plutôt à droite, plutôt conservateur, qui va plutôt donner ses signatures à un Jean Lassalle, à des gens voilà, qui ont c'est des trucs comme ça. D'autres qui estiment que tout le monde a le droit de se présenter et à partir du moment où vous avez une audience, ils vous donnent la signature. Moi, j'ai fait ça, j'ai donné ma signature, pas à moi, mais à Lutte ouvrière. Maudit est étonné, je dis pourquoi vous êtes légitime, hein. Bon, je ne pense pas que vous ayez la moindre chance de gagner, mais je trouve que c'est normal que vous puissiez vous présenter, hein. Voilà, donc il y a des maires comme ça qui donnent, mais la plupart des maires ne veulent pas donner parce qu'à un moment donné, une signature, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, même si on aime la personne, indépendamment du parti, vous cassez votre conseil municipal. Dans les petits villages, il ne faut pas être partisan. Parce qu'il y a des gens de droite, de gauche, machin. C'est déjà difficile de réunir des gens sur des projets si en plus vous donnez une coloration politique. Hein, quelqu'un qui est de gauche, la personne, le maire, se prononce pour quelqu'un de droite, va dire il ne va pas être à l'aise. Donc, moi, j'ai des maires qui m'ont dit à des élections, j'ai donné ma signature. 2 jours après, j'avais une scission du conseil municipal et la création d'une opposition. Donc, ils ne vont pas le faire. Et puis après, ceux qui sont partisans, enfin qui sont cartés, ils suivent les consignes du parti. Et voilà. Et puis les consignes, c'était que ce soit à gauche comme à droite, c'était. Je pense qu'il y avait un manque de légitimité au sein des partis. Donc, pour moi, je pense qu'il y a eu un phénomène de recherche de plébiscite à travers les signatures. Donc Mme Pécresse et Mme Hidalgo ont fait le plein, donc tant mieux. C'était une manière de dire on est légitime, mais on a vu le résultat, elle ne l'était pas au niveau de l'électorat. Peut-être au niveau de leur parti, mais pas au niveau de l'électorat. Donc, on a eu ce phénomène-là. Le truc, c'est qu'il faut bien définir le temps. Il faut bien tenir compte de la représentativité pour définir le temps de parole et le montant de la subvention. Alors, c'est ça, c'est biaisé. Donc ça... Le problème, c'est jusqu'où, dans quelle mesure, pour que les gros ne suppriment pas les petits, quoi. Alors, en fait, le général de Gaulle il avait vu que les partis contrôlaient la vie politique française et qu'elle s'asphyxiait, ça se paupérisait. Donc, il a voulu redynamiser en créant le suffrage universel direct pour contourner les partis. Donc là, un petit peu l'histoire. Et rapidement, les partis ont mis en place des lois au fur et à mesure pour contrecarrer ça. Donc, sur le financement, d'abord. Donc, si vous n'avez pas 5% d'élections, vous payez. Bon, vous savez, faites le calcul, 66 millions de Français, un courrier, 1 euro le courrier, 66 millions d'euros. Bon, c'est pas possible. Donc, aucun petit candidat ne prendra le risque d'hypothéquer sa maison juste pour pouvoir candidater. Donc déjà, il y a un frein financier. Le deuxième, le temps de parole. On vous dit, oui, c'est proportionnel à la représentation nationale. Donc, tous les nouveaux candidats, d'emblée, on demande de se taire. On leur dit, c'est pas grave, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Non, parce qu'en temps de période de campagne électorale, il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, même le média du pauvre, qui est le réseau social, lui a interdit. Voilà, donc, et après, il y a les signatures. Donc, les maires, comme je vous ai expliqué, comme ils ont peur de faire une session dans le conseil municipal ou d'être pris à partie par leur parti, refusent de donner leur signature. Voilà. Donc, en fait, vous n'avez aucune chance d'être représenté. C'est les partis installés qui choisissent qui va se présenter. Cette transidentité, vous la vivez en tout cas comme normale. Vos enfants l'ont acceptée et banalisée, mais cela a été un chemin de croix. Vous dites, on ne choisit pas d'être trans, ça vous tombe dessus. J'ai été coincée entre l'envie, ou plutôt l'obligation d'être un homme, et la tristesse de ne pas être une femme. Alors effectivement, ce que j'ai vécu, ce qu'ont vécu les trans de ma génération, n'est pas ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Parce qu'ils me disent non, c'est pas vrai, etc. Mais oui, on ne vit pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une transition en quelques années, il y a des protocoles, voilà. Moi, à mon époque, il n'y avait rien. On était traités de malades mentaux. Vous allez voir quelqu'un, voilà, vous étiez catégorisé malades mentaux, dysphoriques, etc. Et au niveau de la population, vous étiez considéré comme pervers sexuel. Donc, c'est dur à vivre. C'est très, très dur à vivre. Donc, vous dites, bon, je vais vivre la vie d'homme qu'on attend de moi. Donc, vous vivez, vous vous travestissez en homme, vous vivez en homme, vous essayez de comporter en homme, mais ça ne va pas. La relation aux autres, elle n'est pas sincère.
Vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres. Donc vous vivez cette non-vie de quelqu'un qui ne peut pas aimer ce qu'elle aime, ne peut pas faire ce qu'elle aime, qui doit faire ce que les autres pensent qu'elle est. Donc c'est une mascarade en fait, c'est une mascarade sociale totale et vous devez vivre avec ça, vivre avec la honte. Et vous savez que la plupart des personnes transphobes sont les personnes transgenres elles-mêmes. Ah bon? Bah oui, parce qu'elles ont intériorisé cette haine. C'est ça qui les détruit intérieurement. C'est pas de honte d'être trans, mais à partir du moment, depuis tout petit, on vous dit ouais, c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela. Vous intériorisez ça, ça vous détruit intérieurement et vous en voulez à la terre entière d'avoir subi ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la colère, parce qu'ils ont intériorisé ça. Au lieu d'être bien dans leur pompe en me disant je m'en fous de ce que pensent les autres, c'est ce que les autres ont dit m'ont détruit, m'ont formaté, m'ont conditionné, m'ont mis des croyances, etc. On me dit que je suis une abomination, que je suis pervers, que je vais agresser les femmes dans les toilettes. Vous entendez tout ça? Comment voulez-vous le vivre intérieurement? Donc vous intériorisez ça et vous vivez avec une haine. Et donc la transition, c'est aussi abandonner cette haine. Arriver à détricoter cette haine qu'on a tissée autour de vous. Ce rôle qu'on a voulu vous faire jouer mais qui n'était pas vous. Et c'est pour ça que c'est assez long. Oui, ça a été plusieurs années. Et en plus, vous êtes une famille catholique, donc ça n'a pas dû être évident. Ben en fait, non, parce que moi, je suis contre le catholicisme. Je pense que c'est une religion politique théocratique, mais il y a des catholiques qui ont beaucoup de cœur, qui appliquent les principes du Christ, de l'amour, de la compassion. Et ma mère, et du côté de sa famille, c'est le cas. Même s'ils ne comprennent pas, ma mère m'a dit une phrase très belle, m'a dit pour accepter ce que tu es, il faut de l'amour ou de l'intelligence. Et c'était tellement vrai. Elle voulait me dire qu'en fait, elle ne comprenait pas, mais qu'elle m'aimait. Et c'est ça, le message du Christ, etc. Les catholiques qui vous promettent l'enfer, c'est des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont rien compris à la religion. Ce sont eux qui ont l'enfer. Encore faut-il que l'enfer existe. C'est eux qui créent l'enfer sur Terre, ces gens-là, quoi. Quand on voit un Trump qui se dit chrétien, je dis c'est pas possible, quoi. Mais il est tout sauf chrétien, c'est l'antéchrist, quoi. Hein, et donc oui, il y a cette culture-là, mais il y a l'acceptation, la compassion. Oui. D'ailleurs, le pape a accueilli dernièrement un groupe de personnes trans. Donc c'est une première. Donc même si Je peux appeler eux. oui, le pape actuel, il a dit, même si on ne comprend pas ce que tu es, je dois t'accepter dans ta différence. C'est ça la fraternité. Et comment votre grand-mère, par exemple, elle a réagi Mon grand-mère, ma sœur, était décédée il y a bien longtemps. quand vous lui avez annoncé Non, ma grand-mère, elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su. Non, elle était déjà décédée. Donc non, mais je pense que ce serait bien passé. Ma grand-mère elle allait à la messe tous les jours, c'était une sainte. Jamais je l'ai entendu dire du mal de qui que ce soit. Elle était toujours dans l'aide, dans la compassion, une vraie chrétienne. Et ça, c'est ça qui est important. Les hypocrites cathos, moi, des gens qui me détestent dans le village, ils vont à la messe tous les dimanches. Hein. Bon, il ferait bien d'appliquer. Voilà, ils n'ont pas compris, c'est possible. Oui, vous étiez marié et vous avez connu, par exemple, un divorce difficile. Oui, divorce difficile parce que la transidentité n'étant pas connue, elle était perçue comme un danger pour les enfants. Voilà, donc j'ai dû vivre en homme encore une dizaine d'années avec une double vie parce que si j'étais vu en femme, on m'aurait retiré la possibilité de voir mes enfants. Et ça vous donne envie d'aider quand même des jeunes qui vivraient aujourd'hui la même chose, même si c'est devenu plus facile? Alors c'est devenu plus facile. La difficulté, c'est que nous, on se formait, on avait un travail, on se mariait, on avait des enfants et on faisait sa transition. Eux, ils font dans l'autre sens. Donc les problèmes ne sont pas les mêmes. Ils font leur transition, puis ils se rendent compte que c'est difficile de trouver un travail quand vous êtes trans, c'est difficile de trouver un logement, c'est difficile d'avoir des enfants, il y a une problématique quand même sexuelle qui est derrière, c'est difficile de trouver quelqu'un qui vous aime comme ça. Donc en fait, ils se trouvent à des difficultés que moi je n'ai pas rencontrées, moi j'ai rencontré autre chose, quoi. C'est pour ça que je ne peux pas tellement leur donner des conseils sur ce qu'ils vivent aujourd'hui. La seule chose que je dis, soyez prudents. Ils veulent aller vite, les jeunes. Ils veulent tout de suite. C'est la génération Internet. Je commande sur Amazon, j'ai demain. Patron aussi, c'est pareil. Ils disent, oui, je ne veux pas attendre. Mais j'ai discuté avec un jeune trans qui voulait faire sa transition, qui était célibataire, puis il a rencontré l'amour de sa vie, puis il a décidé d'avoir des enfants. Mais le traitement hormonal peut stériliser, etc. Donc, il demandait une réversibilité pour avoir des enfants et reprendre cette transition. Après, les médecins n'étaient pas du tout favorables parce que c'est un cas de figure. Il n'a jamais dit, mais il faut y replancer avant. Il en voulait aux médecins. Mais je dis, c'est à toi que tu dois t'en vouloir.
Mmh. Tu ne peux pas prendre des décisions et les faire assumer par les autres. Donc, il faut que les jeunes soient vraiment prudents sur est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez fonder une famille? Parce que ça, il faut en tenir compte. Parce que tout sera plus difficile après. Il faut le savoir, il faut en assumer C'est quoi? les conséquences, quoi. Donc, il faut bien penser à ça. Donc, moi, j'ai toujours prudence, bienveillance et prudence. C'est ce que je dis aussi aux professionnels de santé qui me demandent des conseils. Je leur dis toujours prudence et bienveillance. Surtout, on a quand même beaucoup d'extrémistes qui disent à des jeunes ce qu'il faut dire aux médecins pour obtenir les traitements. Et moi, je sais que des personnes ont fait une transition qui ne sont pas trans. Ils se sont crus trans. Donc, faire attention à ça. Donc, j'ai des gens qui sont venus me parler en me disant: «Bah non, moi, c'est pas possible», et cetera. Mais je dis: «Pourquoi tu as fait ça?» «Bah, on m'a dit que» et ça, c'est quand même dangereux, quoi. Il faut faire attention. Moi, je dis prudence, bienveillance. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Projetez-vous, mais quand on est jeune, on a des difficultés à se projeter. Tout de suite, On ouais. veut tout de suite, quoi. Mais, est-ce que vous voulez des enfants? Bah, à ce moment-là, vous congelez des ovocytes ou du sperme ou, vous faites les enfants avant, vous faites transition après ou vous adoptez. Quel est votre projet de vie? «Ah mais moi je sais pas demain». Oui, mais après il faut pas en vouloir aux autres parce que vous savez pas aujourd'hui. C'est un peu le discours que je tiens aux jeunes, c'est: «Attention, soyez prudents, ne faites jamais rien que vous pourriez regretter plus tard». Vous avez, toujours aimé les femmes, aujourd'hui vous vivez avec une compagne et vous dites dans votre livre: «Je suis lesbien». Pourquoi lesbien et pas Ouais, lesbienne? ça oui, c'est une joke, hein, c'est voilà, je Une blague. en fait, j'avais rencontré un jeune, qui était le fils d'une personne avec qui je sortais et qui était le gamin était très intelligent, très paresseux, mais très intelligent et puis j'avais pas fait ma transition, mais il était au courant de ma situation. Il m'a dit: «Bah, en fait, comme j'avais pas fait ma» il dit: «Bah, en fait, tu es lesbien». J'ai trouvé ça très drôle. C'est pour ça que vous avez repris. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'effectivement, voilà, avant la transition, alors je suis toujours la même personne. On me dit: «Quand est-ce que vous allez transitionner?» Mais en fait, moi, dans ma tête, j'ai jamais transitionné, je suis toujours la même personne. C'est l'image que l'on donne qui change. Mais au fond de soi, on parle plus d'affirmation de genre aujourd'hui que de transition. On ne devient pas une femme, on est toujours la même personne. Simplement, on veut vivre dans le genre qui nous correspond. C'est ça que les transphobes ne veulent pas comprendre. Il n'y a rien à voir avec le sexe, c'est une question d'identité sexuelle. C'est le genre, c'est l'expression qu'on veut donner pour pouvoir s'intégrer dans une société qui est genrée. Alors c'est marrant parce que les personnes qui sont transphobes refusent l'existence d'un troisième genre, d'un troisième sexe. Qui est niveau genre sexe, ils ne font pas la différence. Ils disent oui, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et quand on dit bah, je veux transitionner, etc., pour vivre en femme, il dit non, c'est pas possible, vous avez qu'à rester comme vous êtes, entre les deux, et vous faire accepter comme ça. Mais c'est justement ce que vous nous refusez. C'est le paradoxe. Ah oui, mais vous pouvez pas vous marier, avoir des enfants. Et quand on veut se marier, avoir des enfants, on met des bâtons pour qu'on puisse pas les avoir. Pourquoi on remboursait la PMA aux femmes hétéros et pas aux femmes lesbiennes? Bah oui, c'est pas normal. Bah, enfin, une femme hétéro qui est stérile, en quoi ce serait plus normal qu'une femme lesbienne qui est pas stérile? Bah, on a des contresens, hein, Ça s'ancre aussi. je me souviens un Trumpiste, qui était, à la télé en interview et il dit: «Oui, ces femmes trans qui vont dans les toilettes des femmes, c'est pour agresser les femmes». J'ai jamais connu une seule agression par des femmes trans. Après des prédateurs qui se font passer pour, oui, ça a existé, mais c'est des cas, vraiment anecdotiques. Et donc, à ce moment-là, le journaliste a dit: «Bah, donc les hommes trans vont venir en tant qu'hommes dans les toilettes des femmes. Mais comment une femme va faire la différence entre un homme trans et un vrai homme?» Et là, il est resté bouche bée, il n'y avait jamais réfléchi. Pour montrer la bêtise des gens, en fait. Et vous diriez par exemple que vous êtes féministe? Avec quoi ou pas? Bah, je peux pas dire que je suis féministe parce qu'il y a 10 formes de féminisme. Lequel féminisme on parle? Moi, féminisme universaliste, je préfère parler d'humanisme. Parce que pour moi, l'avenir de la femme, c'est de vivre en harmonie avec l'homme. C'est pas le combat des droits de la femme, c'est pas un combat contre l'homme, c'est un combat pour la femme, pas contre l'homme. Et beaucoup de femmes, je pense, sont dans cet état Vous, c'est d'esprit. plus les néo-féministes. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du Nana MeToo? Ah bah, c'est très bien. Moi, je suis effaré. Enfin, je peux pas donner d'exemple parce que ça relève de la vie privée, de la vie intime. Le nombre de femmes qui m'ont avoué avoir été violées, abusées, subi des incestes et qui n'ont jamais porté plainte, qui ont toujours eu peur. Enfin, je suis effaré. J'ai toujours eu peur pour mes filles. Je me suis dit: «Mais dans quel monde on vit?» Il y a pas un milieu, il y a pas une famille, il y a pas, quelqu'un qui est épargné, quoi, sur l'agression. Toutes les femmes ont eu des situations, gênantes et cetera. Et il était temps que la parole sorte.
Je trouve que c'est vraiment très, très bien. Par contre, est-ce que ça n'a pas été trop loin? Il faut se méfier aujourd'hui, parce qu'on voit des situations, c'est facile de tout rejeter, de se rebeller et c'est ça, mais en même temps, si derrière on ne propose rien et aujourd'hui tout le code social de l'homme et la femme n'a pas été réinventé. Ouais. On va arriver, comme aux États-Unis où un homme, quand une femme rentre dans l'ascenseur, il sort ou des choses comme ça. C'est Faut laisser la porte ouverte, non? faut laisser la porte ouverte. On arrive à des situations où faire signer un papier de consentement, enfin, voilà, on en vient à des situations comme ça. Vous regardez dans certains pays où les couples ne se forment plus, où de plus en plus de femmes sont seules, d'hommes sont seuls. C'est en train de se généraliser. Regardez le Japon, l'Allemagne et la France. Donc, on n'a pas réinventé des règles, enfin, des étiquettes, des choses qui disent bah, ça, oui, c'est acceptable, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, il fallait le MeToo, ça, c'est clair. Par contre, derrière, ce qui est dommage, c'est que la majorité, donc cette libération de la parole est importante, mais encore aujourd'hui, il y a une impunité. C'est ça qu'il faut travailler sur l'impunité. Pour moi, alors je sais que beaucoup de philosophes sont contre, mais pour moi, il ne devrait pas y avoir de prescription. Déjà. Parce que les violeurs, il y en a deux types, il y a les narcissiques et les compulsifs. Les narcissiques savent très bien ce qu'ils font, c'est un enjeu de pouvoir sur la femme. Savoir qu'il y a quelque chose qui peut les atteindre 30 ans, 40 ans après, quand la femme sera adulte, qu'elle sera mature pour pouvoir s'exprimer, et là, c'est trop tard. Et c'est d'autant plus mauvais aussi pour les accusés, parce qu'ils ne peuvent plus se défendre. Donc on peut les accuser, il y a prescription, mais eux ne peuvent plus se défendre puisqu'il n'y a pas de procès. Donc il y a aussi l'opprobre peut-être sur des gens qui doivent subir ça. Donc c'est pour ça que je suis contre la prescription dans l'intérêt des deux parties, l'accusateur et la victime présumée. Ça, je pense que c'est important. Il faudra définir en tout cas le cadre dans lequel... Voilà, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère là-dessus. Pareil, une femme qui porte plainte, on devrait systématiquement avoir enquête. Aujourd'hui, il n'y a pas systématiquement d'enquête. Une femme qui porte plainte à des pressions financières de la famille, elle retire sa plainte. Quand une plainte qui est déposée doit toujours être prise en compte. On devrait ne pas pouvoir la retirer. Après, au procureur de voir si c'était légitime ou non. Parce que ça aussi, on a des pressions, des choses, etc. On devrait aussi avoir qu'on doit pouvoir porter plainte au nom d'un tiers. C'est-à-dire, une mère doit pouvoir porter plainte pour sa fille, pour sa sœur. Aujourd'hui, si la victime ne porte pas plainte, c'est compliqué. Voilà. Donc, au titre du devoir de secours qui est dans le droit civil, le devoir de secours, on doit l'étendre aussi sur ces choses-là. Moi, je connais 2 cas de viol dans le village. Les personnes ne veulent pas porter plainte. Je ne peux rien faire. Parce que si je fais un signalement que la personne ne suit pas, eh ben, en fait, je me trouve condamné en dénonciation calomnieuse. Donc, je suis obligé de me taire. Pourtant, les femmes m'ont téléphoné. J'en ai une au pleurs pendant 6 heures au téléphone. Voilà. Et puis, elle m'a dit, même mon mari n'est pas au courant. Donc, oui, il faut que la parole se libère. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin à devenir du lynchage et qu'on instrumentalise ça en politique. Quand on connaît une différence importante, minoritaire, ça donne un vécu quand même sur comment la République applique sa devise, liberté, égalité, fraternité, et comment la société vit cette devise, à l'école, dans la cité, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça, c'est vachement intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, moi, je le cite souvent à des députés ou des sénateurs vis-à-vis des lois. Je leur ai dit, quand vous avez un doute sur une loi, posez-vous la question. Est-ce que je porte atteinte à la liberté de la personne de se marier, d'avoir des enfants, etc. Est-ce que je porte atteinte à ses droits, égalité? Et est-ce que je porte atteinte à la solidarité? Si la loi porte atteinte à l'un des 3 éléments du triptyque, c'est que la loi est mauvaise. Voilà, ça doit être le fil directeur de toute réflexion sur les lois. Pas par les lois techniques, bien sûr, mais sur les lois importantes. Et ça, je trouve que c'est important. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où tout le monde a des droits. Tout le monde veut sa liberté, ses droits. Mais la fraternité n'est pas un droit, elle est un devoir. Donc, il y a aussi des devoirs. Voilà. Et c'est ça la seule différence. Et personne ne revendique la solidarité en premier. C'est j'ai droit. Moi, les gens sont devenus des consommateurs, sont plus devenus des citoyens. Et la solidarité, c'est un devoir qu'on doit à l'autre. Voilà, c'est quelque chose d'important. Dans votre livre, vous dites
Malheureusement, je suis encore souvent scrutée comme un animal de foire. Je croise des regards intrigués, souvent moqueurs, parfois haineux. C'est toujours le cas? Heu, non, plus maintenant puisque j'ai un bon passing. Le passé. Alors un passing, c'est l'art de passer inaperçu, voilà. Alors beaucoup de personnes, ils pensent que, bah, ils confondent avec les travestis ou les drag queens, hein. Donc, en fait, la majorité du temps, vous croisez des femmes trans ou des hommes trans, vous ne savez pas. Ouais, je le vois plus facilement, j'ai des clins d'œil parce qu'ils me reconnaissent, mais et voilà, c'est ce qu'on appelle le passing. Ceux qui ont un mauvais passing, c'est-à-dire effectivement, quand vous avez un physique très masculin, vous n'avez pas pu, faire de chirurgie pour corriger, une mâchoire trop carrée ou des choses comme ça, vous avez un mauvais passing. C'est là où vous risquez l'agression, la menace et cetera. Mais si vous avez un bon passing, ça va, c'est pas il y a pas trop de soucis, quoi. Heu, Après, c'est vrai que j'ai tendance à toujours utiliser ma voix masculine parce que j'estime que ça fait partie de moi. J'ai pas envie de minauder, de prendre une voix un peu plus féminine et comme ça. Donc je le fais au téléphone pour qu'on m'embête pas, mais donc forcément la voix trahit un petit peu et moi ça me gêne pas. Alors évidemment, j'essaye de vous blesser, tu vois? Bon, c'est médiocre, c'est médiocre donc oui, puis après, bah, on subit, le harcèlement, les insultes, mais comme toutes les femmes. C'est presque rassurant, presque. Chez- Au fond, la devise depuis la Révolution de 1789, donc liberté, égalité, fraternité, ça reste encore plus un objectif qu'une réalité, hein. Bah, c'est un absolu, on ne pourra jamais être totalement égaux. Ça veut dire quoi? C'est l'égalité des droits. L'égalité homme-femme, c'est pas l'égalité, physique, biologique, machin, non, c'est l'égalité des droits. Voilà et c'est toujours le débat entre l'égalité, l'équité, la parité. Qu'est-ce qui est juste? Des fois, c'est plus l'égalité qui est juste, des fois, c'est plus la parité et des fois, c'est plus l'équité. Mm. Voilà. Les femmes n'ont pas le même besoin qu'un homme, parce qu'on va donner la même chose. Voilà, c'est toujours le débat. J'ai 2 enfants, un qui est costaud et qui mange beaucoup, l'autre qui est petit, qui a pas besoin. Est-ce que je donne la même quantité de nourriture ou je donne chacun sa faim? Donner à chacun sa faim, c'est l'équité, c'est pas l'égalité. Pour le petit, il va dire: «Oui, mais pourquoi lui, il a toujours plus de gâteaux que moi?» Bah oui, et bon. Donc voilà, c'est ça, c'est un débat, hein, qu'il faut avoir et des fois, c'est le bon sens. Des fois, il faut aller dans l'équité, des fois dans la parité. L'humanité est composée d'hommes et de femmes, donc il faut qu'il y ait une parité. Pourquoi? Pour la représentation, la représentativité. L'humain, c'est un homme et une femme. Voilà, il est marqué dans la Genèse pour les catholiques et Dieu créera Adam, mâle et femelle. Bon, voilà, le premier être humain était queer. Bon, Oui, bah, Jeanne d'Arc, on peut penser qu'elle était trans. bah non, trans dans la notion des gens, c'est, on dirait plutôt androgyne, androgyne. Donc, le trans, c'est toujours une vision, des hétéros en disant: «On est trans». Nous, on s'estime plutôt, être femme ou non binaire. Alors la solution qui pourrait résoudre la transphobie, c'est d'accepter la non-binarité, mais les gens ne sont pas non plus prêts à l'accepter. Vous êtes dégénéré si vous êtes entre les 2. Si vous êtes un homme qui portait des talons, c'est pas normal. Bah, donc en fait, moi j'ai cherché un entre-deux pour être tranquille, en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. C'est pas possible, donc j'ai vécu, au début de l'homophobie parce qu'ils pensaient que j'étais, une personne gay féminée. Ensuite, bah, j'étais un peu plus féminin, donc j'ai subi de la lesbophobie. Ils pensaient que j'étais une lesbienne un peu butch et puis voilà, donc en fait, j'ai goûté à tous les plats. Donc je me suis dit: «Le seul moyen d'être tranquille, de pas se faire dévisager de la tête aux pieds, c'est, de faire une transition et de passer complètement en mode femme, quoi». Puisque, moi je renie pas ma part masculine. Je pense qu'on a tous une part masculine, une part féminine. Je vais pas dire: «Je suis 100%». Je sais même pas ce que c'est qu'être une femme. Je défie n'importe quelle femme d'expliquer fondamentalement, spirituellement, intellectuellement ce que c'est une femme. C'est pas juste de la tuyauterie organique, enfin je pense que c'est un peu plus que ça, hein. Donc je pense qu'il y a autant de femmes que d'individus femmes. Bon, c'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Moi, je sais pas. Je me suis posé longtemps cette question-là. Je me suis dit, l'essentiel, c'est pas de savoir si vous êtes ça ou si vous êtes c'est d'être vous-même. Voilà. C'est ça, je pense que c'est important et c'est ce que je dis, mais c'est un faux débat. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Acceptez la différence. Acceptez qu'il y ait des hommes féminins. Acceptez qu'il y ait des femmes masculines. Acceptez qu'il y ait des certaines sociétés anciennes, dits peuples primitifs, ils déterminaient jusqu'à 5 genres. Acceptez très bien. Les gens, ils voyaient bien qu'il y avait des gens, et je vais reciter quelque chose pour mes amis catholiques, hein, c'est une parole de Jésus qui dit, parce qu'on ne parlait pas de trans, on ne parlait pas d'homosexuels, mais il voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient pas mal là-dedans. Il disait: «Il y a des eunuques qui sont nés du ventre de leur mère. Il y a des eunuques faits de la main de l'homme et il y a des eunuques qui se consacrent à Dieu».
C'est ça qui a validé le célibat des prêtres. Mais il disait bien, effectivement, à l'époque, il y avait des hommes qui étaient castrés, des pratiques liées à l'esclavage souvent. Puis il y en a qui avaient de l'abstinence parce ils honoraient des dieux, enfin ils travaillaient, enfin ils étaient dans un clergé. Et puis ils voyaient bien, nés du ventre de leur mère. Ils voyaient bien que ce n'étaient pas des hommes, que ce n'est pas comme les hommes. Et on l'a aussi dans le Coran, puisqu'à un moment donné, dans un hadith, il y avait, alors je ne sais plus le nom en arabe, je ne sais pas prononcer l'arabe, c'est dommage, c'est une belle langue, mais je n'arriverai pas à le dire, je pourrais. Donc c'était des hommes qui vivaient avec les femmes, qui vivaient comme les femmes. Et ils étaient respectés, il y en avait dans les harems. Et donc un disciple de Mahomet est venu dire au prophète, est-ce qu'il faut les tuer? Le prophète a répondu non, on ne tue pas les gens qui sont pieux. Ce qui était important pour le prophète, c'est d'être pieux, peu importe ce qu'ils en étaient. Donc on l'a aussi dans le Coran. Donc, et en recherchant dans les textes, les ignares pensent connaître, mais en fait, la plupart du temps, ils n'ont pas lu les textes. Donc ça, on l'a aussi à cet endroit-là, ça a toujours existé. Il y a un pourcentage de la population alors, qui est assez énorme, puisque un sondage IFOP anonymisé, 10% de la population s'estime LGBT. C'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il y en a dans toutes les familles. Les gens qui me disent, moi, il n'y en a pas dans ma famille, je dis, c'est qu'ils n'ont pas fait leur coming out, mais il y en a partout. Merci infiniment, Mariko, d'être venue. Merci. De rien. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Et on vous dit à très vite. Merci à vous tous.